et bienvenue dans le dessous des images qui prend aujourd'hui la direction de Gaza. La séquence que nous avons choisi d'éclairer montre une scène de complicité très inattendue entre des otages et leurs geôliers. La vidéo que vous découvrez ici a été tournée par le Hamas le 25 janvier 2025, jour de la libération de 4 jeunes israéliennes. Mais dans cette mise en scène, aussi stratégique qu'étudiée, le mouvement islamiste tente avant tout d'asseoir sa suprématie sur le territoire et d'imposer son propre récit de la guerre. La vidéo dure 2 minutes et 53 secondes. 4 jeunes femmes souriantes posent à l'arrière d'un véhicule. Elles présentent fièrement à la caméra ce qui ressemble à un diplôme. En réalité, il s'agit d'un certificat de libération remis par les brigades Al-Qassam, la branche armée du Hamas. Avant leur retour en Israël, le groupe islamiste leur offre 2 cadeaux, un porte-clés aux couleurs de la Palestine, ainsi qu'un sac contenant une carte de Gaza et des photos prises au cours de leur détention qui aura duré 477 jours. Les 4 otages obéissent ici à une opération de propagande. Équipées de micros, elles sont contraintes de remercier leur ravisseur, en arabe, une langue qu'elles ont apprise en captivité. Nous sommes le samedi 25 janvier 2025 à Gaza. Daniela Gilboa, Naama Levi, Karina Arieff, 20 ans, et Liri Albag, 19 ans, font partie des 33 otages qui doivent être échangés contre 1900 prisonniers palestiniens dans le cadre du cessez-le-feu conclu 10 jours plus tôt avec Israël. Devant un horizon dégagé, elles récitent en chœur la date de leur libération qui marque la fin d'un long calvaire. Enlevées le 7 octobre en pyjama, elles portent ici de faux uniformes israéliens confectionnés par le Hamas. Une façon pour le mouvement islamiste de justifier leur détention en rappelant que ces 4 otages faisaient leur service militaire dans le kibboutz frontalier de Nahal Oz. Lourdement armés, le visage masqué pour ne pas être identifié par l'intelligence artificielle israélienne, leurs ravisseurs défilent au milieu des décombres, à bord de 4x4 flambant neufs. Ils adressent le signe de la victoire à des civils, puis à des policiers au garde-à-vous. Les otages sont ensuite amenés dans le centre-ville de Gaza, sur la place de la Palestine, où va être mise en scène leur libération. Accueillis en héros par une foule de sympathisants, les combattants exhibent les 4 otages sur un podium avant de les confier à la Croix-Rouge internationale, chargée de leur rapatriement en Israël. Le journaliste gazaoui, Rami Abou-Jamous, tient une chronique quotidienne pour le média en ligne Orient 21. Il analyse pour nous la portée de ces images. Il y avait le déploiement déjà de tous les membres de la branche armée du Hamas. On a vu qu'il y avait ce qu'on appelle l'unité de l'ombre, chargée de la protection et de la détention des prisonniers israéliens. Et quand ils sont arrivés, on a vu qu'ils portaient des armes, Tafor, c'est une arme israélienne. On voyait sur le stand qu'il y avait une grande affiche où c'est écrit Gaza, c'est le cimetière des sionistes. Et c'est écrit aussi que le sionisme ne va jamais gagner. Et c'était vraiment ça l'objectif de ce show-là. Vous parlez que vous allez éradiquer le Hamas, mais on est toujours là, on est toujours fort. Et vos prisonniers sont toujours dans nos mains. Armée de drones et de caméras stabilisées, l'équipe de communication du Hamas, ici composée d'une dizaine de personnes, enchaîne les prises de vue et les plans immersifs, comme pour nous plonger au cœur de l'action. Publié le jour même sur leur compte Telegram, ce clip de propagande a été vu près de 170 000 fois. Et sur la place des otages, à Tel Aviv, les images de la scène de libération, captées par Al Jazeera, ont été retransmises en direct. C'était plutôt vers les Israéliens que ce message a été adressé, parce qu'ils savent que la majorité de la population israélienne sont en train de regarder en direct ce qui se passe. Et ça a été repris dans les médias internationaux où ils ont dit que c'était une humiliation pour Netanyahou parce que le Hamas ils sont toujours là après 14 mois de guerre. Démonstration de force pour les uns, parade cynique pour les autres, cette mise en scène n'a pas laissé la presse internationale indifférente. Les médias proches du gouvernement israélien se sont alors empressés de fabriquer un contre-récit. Ainsi, ce ne sont plus les combattants islamistes qui font preuve de résilience, mais bien les 4 jeunes femmes sorties indemnes de l'enfer. Des héroïnes ou encore le triomphe de l'esprit, peut-on lire dans certains titres de presse, qui retournent ainsi le message du Hamas à leur avantage.
Quant au peuple palestinien, que pense-t-il vraiment? Au moment où des dizaines de milliers de réfugiés tentent de rejoindre à pied leur maison détruite dans le nord de Gaza. Il y a aussi un point de vue de la population de Gaza en disant qu'il ne fallait pas faire ce grand show parce qu'on sait très bien que Netanyahou il attend n'importe quel prétexte pour reprendre la guerre. Pour lui, reprendre la guerre, c'est comme la continuation de sa vie politique et l'arrêt de la guerre, c'est la fin de sa vie politique. Après ces 4 jeunes filles, d'autres groupes d'otages ont été libérés dans le cadre du cessez-le-feu conclu avec Israël le 15 janvier. Mais si chaque restitution fait l'objet d'une démonstration de force, le Hamas modifie systématiquement sa mise en scène en fonction de la condition physique de ses prisonniers. Une stratégie de communication très protéiforme qui a pour but de déstabiliser l'adversaire. La stratégie du Hamas, parce qu'il y en a une, c'est d'une part de faire la preuve qu'ils sont encore puissants, qu'ils ont encore beaucoup d'hommes, qu'ils ont des véhicules neufs, qu'ils ont des armes, qu'ils ont une foule qui leur est acquise, avec une bureaucratie qui met des coups de tampon sur des registres, des accords, etc. Et ça, dans la stratégie du Hamas, c'est très important, parce qu'ils veulent faire la preuve qu'ils peuvent administrer ce territoire. Mais ils cherchent à jouer aussi avec les nerfs de leurs ennemis, c'est-à-dire des Israéliens. Parce que quand vous libérez des jeunes femmes en bonne santé, a priori, enfin celle du 25 janvier, vous mettez l'accent sur le côté olympique de la chose, sur les pouces levés, c'est cette espèce de signe de victoire très ambigu qu'elles ont fait. Et puis, quand 2 semaines plus tard, vous libérez 3 hommes visiblement en très mauvais état, alors vous les déguisez en pseudo-déportés. C'est-à-dire qu'ils avaient des espèces de pyjamas et 2 sur 3 avaient le crâne rasé. Cette stratégie des montagnes russes vise à adapter la communication en fonction des gens qui libèrent. Tous ont été maltraités, mais à des degrés divers, qui vont de l'humiliation jusqu'à quelque chose qui s'apparente à la torture. Terrorists kicked me, spat on me, and held me with no water, no light, and no air to breathe. Ces témoignages glaçants plongent la population israélienne dans le désespoir et font monter la colère contre Netanyahou, accusé d'avoir négligé le sort des otages. Sans compter le fait que maintenant, on va voir arriver des cercueils ou des sacs mortuaires. Puisque sur les 33 otages de la première phase de l'accord, qui devait être libérés, 8 sont déjà morts. Si l'opération de communication déployée par le Hamas à la faveur du cessez-le-feu semble avoir été mûrement réfléchie, elle contraste avec les mises en scène relativement improvisées des premières libérations d'otages fin 2023. Les libérations qui sont intervenues en 2023 ont été vraiment sujettes à des mises en scène, alors là, vraiment extrêmement rudimentaires. C'est-à-dire qu'on accompagnait les otages jusqu'à une camionnette. Les otages saluaient timidement de la main. On portait une vieille dame parce que probablement elle ne pouvait plus marcher parce que certaines personnes très âgées sont rentrées dans un état épouvantable. Elles ont été hospitalisées directement. Et là, la mise en scène par le Hamas, c'était vraiment regardez comme nous sommes gentils, nous offrons du café à ces dames, nous leur offrons des madeleines, etc. D'ailleurs, l'une d'entre elles, Yocheved Lifshitz, a serré la main à son geôlier, enfin en tout cas à celui qui l'accompagnait jusqu'à la voiture, ce qui a beaucoup fait parler et beaucoup choqué. À l'époque, l'objectif du Hamas consistait à montrer un visage humain et affable à une communauté internationale encore sous le choc des attaques sanglantes du 7 octobre. Aujourd'hui, le mouvement islamiste souhaite davantage mettre l'accent sur sa résilience face à l'ennemi israélien. Là, évidemment, l'objectif est probablement pas du tout le même, dans la mesure où 1 an de guerre est passé sur Gaza. On a dit et redit que le Hamas était très affaibli, était décapité, que ses chefs étaient morts, etc., etc. Que faut-il montrer à ce moment-là? Bien sûr qu'il faut faire la démonstration, quand on est le Hamas, qu'on est fort. Et comment faire pour montrer cette puissance, si ce n'est organiser une mise en scène parfaitement théâtrale, très structurée, et qui, surtout, provoque la stupéfaction du monde entier, et surtout de ses adversaires, de ses ennemis.
Le 15 février 2025, après le 6e échange d'otages entre les deux belligérants, le Comité international de la Croix-Rouge a officiellement déploré que des mises en scène dégradantes soient montrées tant du côté israélien que du côté palestinien. Il a appelé à en faire plus pour que ces libérations se déroulent sans provocation et a demandé davantage de dignité et de discrétion. Vous pouvez retrouver cette enquête, comme toutes celles du Dessous des images, sur le site arte.tv. Salut à tous.